sur les grands boulevards. Paris, rive droite, le quartier des grands boulevards. De la place de la République jusqu'à l'Opéra Garnier, ces axes majeurs percés au 19e siècle structurent la capitale. Chaque jour, 1 million de personnes sillonnent le quartier. Banques, théâtres, restaurants, cinémas célèbres y sont installés, mais c'est aussi surtout le haut lieu du shopping à la française. Bonjour, welcome. Les grands magasins sont de vrais monuments et vous allez voir qu'ils sont prêts à tout pour que les touristes dépensent sans compter. C'est après la fermeture que tout se prépare. Pour la première fois, ils nous ont ouvert leurs portes le temps d'une nuit. En fait, elle est pas tout à fait parallèle. Mais à quelques centaines de mètres de là, les grands boulevards, c'est aussi ça. Des pickpockets dans le collimateur de la police qui sévissent aux quatre coins des rues. Couche-toi, couche-toi. Une prostitution étrangère apparue il y a quelques années, qui de jour comme de nuit met le feu au quartier. Calme-toi. Sur les papiers. Mais aussi des ateliers clandestins cachés dans les immeubles. Voilà, tout le monde reste ici, c'est un contrôle. Tout ça en plein cœur de la capitale. Découvrez la face cachée d'un des plus hauts lieux de Paris. Voilà. Les 3 petits qui sont passés là, s'ils se rapprochent de vous, rangez le portable et compagnie. C'est le nouveau fléau des grands boulevards. Des jeunes voleurs entre 12 et 18 ans envahissent les avenues à la recherche de portefeuilles, de téléphones portables ou de sacs à main. Ce sont presque des enfants, mais ils travaillent comme des pros. Aux abords des distributeurs automatiques, ils soutirent l'argent des passants avec la plus grande discrétion. Sur les terrasses des bistrots, pas un téléphone portable ou portefeuille posé sur une table ne leur échappe. Richard tient une sandwicherie sur les boulevards depuis 14 ans. Le phénomène des voleurs de terrasse, il l'a vu apparaître. C'est des gens qui essaient de demander tout, que ce soit une pièce, que ce soit... Ils ont des papiers, ils font semblant comme quoi ils sont en train de demander des petites pièces, ils mettent le papier, voilà, et la main en dessous, ils prennent le portable, ils prennent un paquet de cigarettes, ils prennent tout ce qu'ils peuvent, et surtout les portables. Et on les arrête, la police les arrête, le lendemain ils sont dehors. Lutter contre ces voleurs des terrasses, c'est l'une des missions des policiers de la BAC du 2e arrondissement de Paris. Nabil a 30 ans. Ça fait 3 ans qu'il travaille à la BAC, alors les pickpockets, il les connaît bien. Lui et ses collègues mènent une vraie chasse à l'homme avec ces jeunes. Et cet après-midi, alors qu'ils traversent une impasse commerçante... C'est des pickpockets, ça. 3 Roumains. À droite, c'est des pickpockets. Ah, des bons pickpockets, ça. La filature commence. La technique des policiers, garder les jeunes à portée de vue sans être remarqués afin de les prendre la main dans le sac. À l'extérieur, Nabil les a repérés. Les jeunes sont entrés dans un immeuble, mais aussitôt ils sont mis dehors par le concierge. Face à face, inattendu, Nabil, pour ne pas être démasqué, fait comme si de rien n'était. Les jeunes ne l'ont même pas remarqué et reprennent leur chemin. Une fois les 2 suspects hors de vue, Nabil met en garde le concierge sur la nature malhonnête de ces garçons. C'est pour vous embrouiller. Ah non, mais on va voir ça. Ok, merci. Même s'il les suspecte d'un délit, il n'a aucune preuve pour l'instant et attend donc de les prendre en flagrant délit. Ouais, je les vois. Je les vois. Tu es parti, tu devrais aller dans l'autre rue. Non, mais je les ai pris plein de faces tout à l'heure. S'ils vont me voir, ils vont comprendre. Ouais. Ouais, mais Boubou, ils l'ont pas vu. Hein. Ouais, je sais. Bon, je vais continuer. Ou tu sais... Ils sont où? Au bout de la rue à droite. Ils font que de se retourner. On va revenir vers là. Au téléphone, informé par ses collègues, Nabil localise les jeunes. Hors de question de les laisser s'échapper. Bouh, c'est rentré chez Starbucks. Hein. Nabil ne veut pas les lâcher. Il connaît bien leur mode opératoire et sait qu'ils vont finir par commettre un vol. Postés dans le bistrot d'en face, il ne les quitte pas des yeux.
tomber dessus. Hein. Ils essayent de prendre ce qu'il y a sur les tables téléphone, objets de valeur, et faute de griffe, on mange des merdes. S'il reste de la monnaie, des pourboires et tout ça, ils ramassent. Hein. Pas de scrupules. Pour l'instant, les jeunes se tiennent à carreau, mais la traque continue. Ils sont là-bas sur le terre-plein central. Effectivement, ça repart sur la rue de la Paix. L'équipe de la BAC décide de se cacher dans un des palaces de la rue de la Paix, en espérant constater un flagrant délit. Ils ont été bien aspirés, car la réceptionniste, ayant, elle, vu sur la rue, est témoin d'une transaction suspecte. Les jeunes auraient volé quelque chose à un passant. Ils sont en train de mettre quelque chose? Ouais. Le sac à lui. Oui, mais ils ont piqué. On va les interpeller gentiment. Ouais, tu me donnes le top, on y va. Les policiers décident de passer à l'action. Ils sont... Bonjour, c'est la police. Ils sont où les copains? Ils sont où tes copains? Tes copains, ils sont où? T'as rien sur toi? Non problème. Donne-moi ce que tu as là. Pendant que Nabil s'occupe du plus jeune, derrière lui, les deux autres voleurs sont interpellés par ses collègues et dans un souci de ne pas affoler les passants, l'équipe de la BAC les immobilise à l'abri des regards. Couche-toi. Tourne-toi. Tourne. Ouais. Une fois les jeunes immobilisés, Nabil commence la fouille. Ouais, c'est bon. Même si l'équipe n'a pas été témoin d'un vol, leur flair les pousse néanmoins à faire le pari de les interpeller. On ne peut pas rentrer à leur suite dans les commerces. On est obligé de se fier uniquement à leur attitude. Une attitude qui change du tout au tout. Et c'est ce qui nous a incités à faire ce contrôle. Mais aujourd'hui, le contrôle n'a pas été très fructueux. Bah, ils travaillent avec une fille apparemment. Elle porte... comme ça, s'ils sont interpellés, ils n'ont rien sur eux. Elle est arrivée à l'épaule, une brune. Oui, une petite brune un peu grosse avec un t-shirt blanc. Ah ben elle est ouais. Je crois qu'elle est remontée. Elle est remontée. Quand nous on est sortis, elle est remontée. Où elle est la fille? Toi t'as fait ça à une fille? Ne te répondra pas. Sans victime ni préjudice avéré, les policiers doivent laisser les jeunes partir. Dernière leçon de morale pour ne plus les voir traîner dans le quartier. On sait ce que vous faites. Maintenant, il faut partir. Il ne faut plus venir ici. C'est compris? Hop, vous partez, c'est tout. Ok? You understand? You pickpocket. You partir maintenant. Ok? Terminez les vols, hein? Si les voleurs investissent les trottoirs des grands boulevards, c'est parce que les touristes y sont nombreux à venir dépenser leurs euros. Car qui dit grand boulevard, dit grand magasin. Aux Galeries Lafayette ou au printemps, durant les soldes, l'affluence peut aller jusqu'aux millions de badauds par jour. Derrière ces portes, on trouve le luxe à la française, tant prisé par les touristes asiatiques et américains. Les grands magasins sont devenus un monument à part entière qu'il faut visiter. D'ailleurs, les tours opérateurs n'hésitent plus à les mettre dans leur circuit touristique. Cet après-midi, près d'1 millier de touristes indonésiens viennent faire leurs emplettes au printemps, alors les équipes du magasin sont sur le pied de guerre. Dès qu'ils arrivent, on leur distribue les plans et on les accompagne par petits groupes. Donc chacun d'entre nous allons monter au fur et à mesure jusqu'à l'EPF du premier et ensuite ils font leur shopping tranquillement. On se mettra à tous les points. Sam est le responsable de la clientèle étrangère du printemps. Les touristes asiatiques, il les connaît bien. Il a travaillé pendant plusieurs années dans l'hôtellerie de luxe. Aujourd'hui, il est responsable non pas d'un bus, mais d'une vingtaine de bus d'Indonésiens. Autant dire qu'il a du pain sur la planche. On leur montre l'endroit de détaxe. Aujourd'hui, nous avons un très grand groupe qui arrive. Donc c'est un peu particulier. Nous essayons de mettre donc en place toutes les procédures que nous avons afin de bien accueillir le groupe et aussi de leur apporter un service personnalisé. Le balai des autocars peut commencer. Sam place ses troupes. Céline, tu ouvres la porte. Corona, tu attends à l'intérieur, je vais faire entrer, d'accord?
Et l'accueil personnalisé au printemps, ça commence comme ça. Bonjour, welcome, please come in. Bonjour madame, welcome. C'est une clientèle très experte en fait, ils savent très bien ce qu'ils recherchent. Donc ils viennent plutôt chercher de la maroquinerie française, la joaillerie ou de la haute horlogerie. Face aux clients, le sourire est de mise. Mais en coulisses, Sam débute son marathon. Nicolas, faut qu'il reste... Faut qu'on leur explique tout là-haut parce que là-haut ça bouchonne. Faut qu'on leur explique tout ici. Oui, c'est bien, c'est ce que je disais. Ouais, c'est ce qui était prévu. On commence à les monter. Place maintenant à la séance shopping. Japonais, chinois, indonésiens ou américains, la clientèle étrangère, c'est 30% du chiffre d'affaires du grand magasin. Ils n'ont pas souvent l'occasion de faire du shopping à Paris, alors quand ils sont au printemps, les touristes dépensent sans compter. Tu l'accompagnes et tu as le côté Orlo, en fait, juste là, tu peux lui montrer sur la gauche. Et une des bottes secrètes du printemps, c'est que quelle que soit la nationalité des visiteurs, il y a toujours un traducteur à portée de main pour les guider au fil de leurs achats. Marie-Béatrice a habité 3 ans à Bali, elle parle donc couramment l'indonésien. C'est la première fois qu'elle travaille avec Sam. Alors, certes, elle comprend nos touristes, mais ne connaît pas encore parfaitement le grand magasin. Si, j'ai appelé quelqu'un immédiatement. Heureusement, Sam n'est jamais très loin. 5 minutes plus tard, un vendeur vient finaliser l'achat. Le sac, celui qui est sur place, qui est en haut. Ça c'est mieux ça. Le conseil personnalisé et en indonésien, c'est la technique du magasin pour que la barrière de la langue n'empêche pas nos clients asiatiques de dépenser leurs euros. Mieux conseiller pour plus dépenser, et ça marche. Les touristes peuvent dépenser jusqu'à 3 000 € par jour. Alors les cartes bleues chauffent et les billets remplissent les caisses. Quand Erwin a proposé à sa femme Erna de venir à Paris pour leur voyage de noces, tous deux savaient qu'ils ne repartiraient pas les mains vides. We plan to buy the bag, but it's still not sure what brand is it. Noyée par l'offre du grand magasin, Erna ne sait lequel choisir. Il faut dire que pour n'importe quel touriste asiatique, acheter un sac d'une marque de luxe française à Paris, c'est un rêve. Mais visiblement, ça a un autre avantage. I think in here is cheaper. Slightly cheaper than Indonesia. So that's why many tourists from Indonesia. Ça y est, le choix est fait et quand il y a achat, Corona, l'assistante de Sam, n'est jamais très loin. À 230 € le sac à main, Erna exige la perfection. Elle demande donc à Corona d'aller échanger son sac qui a un léger défaut. C'est bon pour cela. Mais vous pouvez se passer, c'est parce qu'il a vu une fine ici. Je vais aller en chercher un autre en réserve. Ok, merci madame. 5 minutes plus tard, le nouveau sac est arrivé. Yes, sure. Of course. Reste plus qu'à passer à la caisse. 230 euros. Thank you. Thank you. Thank you very much for your... Une fois les achats effectués, les clients étrangers ne cherchent qu'un seul endroit. Tax refund, comprenez la détaxe. Car chaque client étranger a le droit de se faire rembourser une partie de la TVA. Et ça fait quand même 12% de remise sur les achats. Après 2 heures à gérer les clients indonésiens au pas de course, Sam, épuisé, arrive au salon VIP. C'est un endroit très particulier du printemps Haussmann. C'est un espace privilégié que nous réservons à certains clients VIP. Donc pour le groupe que nous accueillons en ce moment, nous avons privatisé cet espace afin de réaliser les détaxes. Cet après-midi, Hendry a dépensé près de 200 €. Alors il compte bien récupérer un peu de liquidité grâce à la détaxe. How would you like to get the money back? Cash in the store? Cash. Son argent, Hendry veut le recevoir en liquide. Et c'est de bon augure pour le printemps. I want to buy another stuff again. So I need more euro cash. Les papiers remplis, c'est au rez-de-chaussée qu'Hendry peut récupérer son argent.
Fin de l'après-midi shopping sur les grands boulevards pour Hendry et ses compatriotes indonésiens. Pendant 2 heures, ils ont dépensé sans compter grâce aux beaux conseils de toute l'équipe de Sam. Mission réussie donc, mais pas le temps de se reposer. Sam doit déjà s'occuper d'autres touristes. Bonjour, où êtes-vous? Quelques rues plus loin, nous sommes dans le Sentier, au lieu du textile parisien avec ses ateliers de petite taille. D'autres artistes entrent en scène, c'est le ballet des livreurs. Tous ces employés qui travaillent dans l'habillement sont étrangers et pas toujours déclarés. Alors au commissariat du 2e, les ateliers de confection sont surveillés de très près. Isabelle est lieutenant de police et c'est elle qui mène l'opération du jour. On est allé vérifier hier. À Logelaine, il y a une douzaine d'employés. La gérante est chinoise, les employés sont chinois. D'après les DPAE, au niveau de l'URSSAF, ils ont... Et Rua, c'était gérant turc et employé chinois. À pied, sous la pluie, vive joyeusement. La policière a reçu l'autorisation du parquet pour contrôler 2 ateliers qui lui paraissent suspects. Logiquement, ils ne sont pas à la fenêtre, ils sont en train de travailler dur. C'est comme ça qu'ils arrivent à faire 3 t-shirts à la minute, c'est pas en regardant les oiseaux. 2 ateliers à contrôler, mais Isabelle et son collègue de l'URSSAF avaient l'embarras du choix. On estime le nombre de petits ateliers de confection encore dans le Sentier à ce jour à plus d'une centaine, puisque rien que dans la rue Saint-Denis, qui est une des rues principales du quartier historique du Sentier, il peut y en avoir 2 par immeuble. Donc si on compte le nombre d'immeubles, on multiplie, c'est incroyable. Donc quand on rajoute toutes les rues adjacentes, largement une centaine. Et c'est à minima. Ils vont nous repérer. Ces ateliers n'embauchent qu'une dizaine d'employés chacun. Le gros de la confection se fait en banlieue. Mais être présent dans le quartier, c'est un choix stratégique. À la même. Et l'intérêt, c'est quoi? C'est que justement, comme ça, ils sont sur place pour les vitrines de grossistes. Ils aiment avoir... Lorsque, après, le futur client arrive à Armentières ou autre, qui se fournit là, il pourra avoir la boutique en bas pour voir le modèle. Et s'il veut aller voir comment ça travaille, on lui dira allez voir au 5e et il verra un échantillon de comment il travaille. Un immeuble parisien, rien de plus banal. Ouais, donc rien que sur l'immeuble, on voit qu'il y a du... Mais où l'on affiche la présence de plusieurs ateliers de confection. Là, il y en a au moins 5. Ça n'y paraît pas, mais Isabelle et ses hommes s'apprêtent à entrer dans une petite usine. Bonjour. Donc le monsieur est inspecteur de l'URSSAF pour voir si tout le monde est déclaré pour travailler. Ici, on a beau être tôt le matin, les machines tournent à plein régime. On fait un contrôle. Vous avez les papiers, s'il vous plaît? Je vais appeler le pôle de compétences pour être sûr que c'est pas des fausses, elle me semble vraie, mais c'est un bureau à la préfecture de police de Paris qui, avec le numéro, vérifie que c'est bien. D'accord, donc là, elle me présente une simple photocopie, mais son titre est valable. D'accord. De son côté, l'inspecteur de l'URSSAF vérifie, lui, que tous les travailleurs sont bien déclarés auprès de ses services. Il y a juste un petit problème pour une personne, il faut que je vérifie. Dans la pièce d'à côté, une repasseuse n'apparaît pas sur la liste de l'inspecteur de l'URSSAF. Monsieur, madame, elle est arrivée depuis quand dans l'atelier? Atelier ici? Oui. C'est à moi, 24. Vous, 24? Oui, ok, 24. Vous c'est ok. Madame, 25. 25? Oui. Le lendemain? Oui, oui. Okay, voilà 1 mois que cet employé travaille sans contrat. Les policiers lui demandent de cesser toute activité. Notre équipe de répression des fraudes se dirige maintenant vers son 2e objectif. 4, 5, 6, 7 personnes. 7 personnes sont en train de travailler. Pourtant, l'employeur déclare 1 000 € de masse salariale par mois. Le contrôleur de l'URSSAF ne manque pas de lui demander des explications. Regardez, j'ai 7 personnes qui travaillent aujourd'hui. J'ai 7 personnes qui travaillent là. Oui, monsieur. Et vous déclarez 1 000 € par mois au premier trimestre 2011? Est-ce que vous croyez que c'est sérieux? Non, ça, c'est... Vous n'allez pas me dire que c'est comme par hasard, j'arrive et il y a juste 7 personnes. Non. C'est pas de chance. Non, ça... Ouais, j'arrive toujours au mauvais moment. Non, monsieur, ça, dans la confection... Oui. Toute personne, pas toujours... C'est la crise. Travaille, ouais, c'est la crise. Ouais, il y a la crise partout, vous savez. Parce que là, ça me plaît pas. Vous me donnez un rendez-vous. Voilà, je vais vous donner un rendez-vous et vous me ramenez tout. Bien sûr. Dans cet atelier, pas de travailleurs clandestins. Avec la hausse des contrôles de la police, les petits patrons ont changé leurs habitudes. Ils dissimulent du travail. Les employés sont déclarés 2 à 3 jours par mois, alors qu'ils travaillent à temps plein.
Donc c'est une infraction qui est importante aussi, puisque ce sont des gens qui, s'ils sont malades, si après ils sont au chômage ou quand ils seront à la retraite, auront l'impression qu'ils ont travaillé 1 an alors qu'ils avaient travaillé 10 ans, ou auront l'impression qu'ils travaillaient à tiers-temps alors qu'ils étaient à plein temps. Donc nous allons, monsieur, faire une audition. Allez à pied au commissariat qui est à côté, hein, rue du Croissant. Comme ça, vous nous donnerez là-bas pour faire une audition. Après vérification de la fraude, le gérant risque une amende et devra payer ses salariés à la hauteur du travail effectué. Et sur les grands boulevards, il y a une autre tradition, le théâtre. Le long des avenues, on compte plus d'une dizaine de salles, ce qui a même donné son nom à un genre, le théâtre de boulevard. Le théâtre Antoine nous a ouvert ses portes. Partez. Le cinéma, bordel, le cinéma! Ouais, le cinéma. Bon, mademoiselle Popengul. Ici, on est en pleine répétition. Dans une semaine, Thierry Frémont, Daniel Rousseau et Samuel Le Bihan joueront la première de leur pièce, Hollywood. Bon, on joue une scène, il regarde la scène, il écrit la scène. Poussez, poussez! Je pousse, je pousse! Plus fort! Encore plus fort! Allez-y, la tête baissée! Nos 3 comédiens ont beau avoir de la bouteille, ils prennent toujours autant de plaisir à répéter dans ce théâtre de boulevard. Et Daniel Russo nous en montre les coulisses. Jacqueline, que Cocteau, t'as vu ça? Est-ce que t'as vu ça? C'est magnifique. J'étais pas né. Il y a des fantômes magnifiques ici. On traverse un peu les couloirs et on regarde un petit peu tous ces personnages magnifiques qui ont joué ici. Jacqueline Maillan, Jouvet. Oh là 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 là. Parmi tous ces grands noms de la comédie française, à chacun de se faire une place. Et ça commence par prendre possession de sa loge. Vous voyez, moi j'ai rien dans la loge parce que je ne mets jamais rien avant d'avoir commencé à jouer. C'est une superstition ou... Voilà, je sais pas. Non, ouais, je ne mets jamais rien. Normalement, c'est mes filles ou mon épouse, elles viennent mettre des trucs, c'est eux qui le font, c'est pas moi. Donc j'aurai certainement des photos, des trucs, c'est elles qui le font. Donc j'aurai la surprise un petit peu, mais j'aime pas le faire au début. Daniel Russo compte bien s'approprier les lieux, surtout que fouler les planches du théâtre Antoine, c'est une première. Beau, hein. J'ai été dans plusieurs théâtres dans Paris. Celui-là, là, c'est la première fois que je joue là, voilà. Et c'est vrai que c'est un endroit mythique, quoi, comme beaucoup de théâtres dans Paris, hein, évidemment. En revanche, les grands boulevards, Daniel Russo les connaît bien. Alors à l'heure du dîner, il a ses adresses. Ouais, mon Samuel, viens Samuel, viens. Ouais. Viens, venez. On vous connaît pas, mais on vous invite à notre table. C'est gentil. Allez. On va se mettre là, on est bien là. Voilà. Allez, hop. Dans ce lieu bien connu du quartier où nos comédiens ont pris leurs habitudes, chacun savoure un moment de détente bien mérité après une longue après-midi de répétition. L'endroit est magnifique, les boulevards, on a beaucoup d'endroits comme ça, on a le choix. Et ça qui est bien avec les boulevards, c'est qu'on a le choix, on n'est pas perdu, quoi. Puis c'est très populaire. J'adore ce quartier, oui. Qu'est-ce que j'entends comme connerie? C'est surtout à côté pour manger. Voilà, c'est qu'on traverse la rue. Oui, mais toi, parce que toi, tu viens que là. Mais moi, je fais tous les boulevards. Malgré la bonne humeur ambiante, difficile d'oublier que dans une semaine, c'est la première. Les acteurs commencent à ressentir la pression. Il y a un stress qui va monter, et puis t'as pas le choix. Tu vois le compte à rebours qui a commencé, et chaque jour, et d'un coup, voilà, il va y avoir un public. On se dit, voilà, la salle va être pleine ce soir. Alors que jusqu'à présent, on a toujours travaillé dans une salle vide, entre nous, quoi. On va aller bosser. Une demi-heure plus tard, retour au théâtre. C'est la dernière répétition. Ça nous a pliés. Ouais, c'est ultra marrant. Ils resteront sur scène jusque tard dans la nuit. À quelques mètres de là, les grands boulevards ont un tout autre visage. À la nuit tombée, les prostituées investissent les trottoirs à la hauteur de la porte Saint-Denis. Une prostitution essentiellement étrangère, dominée par les Africaines, les Asiatiques et les jeunes femmes venues d'Europe de l'Est. Les équipes de la BAC Nuit du commissariat du 2e arrondissement connaissent bien ces filles. Tous les soirs, ils épient chacun de leurs faits et gestes. On va se situer, téléphoniquement on va se situer à peu près.
Et puis on part sur tout ce qui bouge, quoi. Racolage, exhibition. Ce qu'on va faire, de toute façon, surtout la Porte Saint-Denis, les Roumaines qui sont sur le boulevard Bonne Nouvelle, boulevard Saint-Denis. Mais surtout, une fois que vous êtes en place, on se situe tous et on se donne l'information à savoir s'il y en a ou il n'y en a pas. Autant qu'on ne perde pas de temps, autant qu'on soit efficace. Ok, on est parti. Allez, Le seul moyen que les policiers de la BAC ont pour lutter contre la prostitution, c'est de constater un racolage. Et pour ça, ils ont leurs planques. Des points de vue en hauteur qui leur permettent de surveiller tout le quartier. Là-bas, juste avant la cabine, il y a un petit groupe là. Il y a des Nord-Africaines et des Africaines. Elles ne sont pas nombreuses ce soir. Bon, par contre, les Chinoises, c'est différent des autres, c'est que les Chinoises, elles ne sont pas statiques. Elles arpentent les rues et elles accrochent les clients tout en marchant, quoi. Autant les autres, elles restent sur un point statique et puis elles restent surtout sur le secteur Saint-Denis que les Chinoises, elles ont un grand périmètre, elles tournent. Elles attrapent le client par le bras, un échange de sourires et quelque chose, et puis elles engagent la conversation. On peut rester ici un quart d'heure, quand on peut rester ici 2 heures, quoi. On va dire qu'ici, c'est un peu la tour de contrôle, quoi. Il y a des gars qui sont dehors sur le terrain, et puis il y en a toujours un d'entre nous qui reste ici pour signaler les départs. Quand il y a une prostituée qui part avec son client, par exemple, dans la rue Sainte-Apolline, on a une équipe qui est pas loin, sur les boulevards. Faubourg Saint-Martin, d'accord. C'est en direction de l'Hippopotamus. Allez, on y va. Un quart d'heure plus tard, les hommes de la BAC ont repéré une jeune femme inconnue de leur fichier qui racolait un client. Patrick et Reynald l'interpellent dans un hôtel. Combien tu lui as demandé au client? Combien? How many? Alors, tu comprends très bien ce que je veux dire. Hein. No speak. Ouais, d'accord. Ne me prends pas pour une idiot, tu comprends très bien le français. No parle France. Tu parles pas français, mais tu le comprends un petit peu. Combien tu lui as demandé d'argent? La jeune femme, un peu perdue, ne comprend réellement pas le français. Une de ses amies vient à son aide pour lui servir de traductrice. Elle parle pas français du tout? Non, c'est aujourd'hui qu'elle est arrivée. D'accord. Combien elle lui a demandé? Demande-lui combien. Voilà. Combien elle a demandé? 40 euros, 50 euros? Elle est partie pour 50 euros par jour, 40 par hôtel. D'accord. 50 euros? Oui. Elle lui a demandé 50 euros? Oui. Patrick relève seulement l'identité de cette nouvelle prostituée et la relâche. Car pour le chef de la BAC Nuit, la jeune femme n'a pas nui à l'ordre public en allant faire sa passe dans un hôtel. Bon, on n'est pas allé au bout de la procédure. Là, ce qui est clair, c'est vraiment le racolage était caractérisé. Pour nous, il est caractérisé. Elle va au client. Ils partent. Sa copine, elle nous l'a confirmé. 50 euros, le client lui donnait 50 euros. Et il payait la chambre, une quarantaine d'euros. Voilà, ça c'était caractérisé. Le lendemain, rue Saint-Denis, les prostituées sont toujours là, mais pas les mêmes. Durant la journée, les traditionnelles, comme elles s'appellent, reprennent possession de leur territoire. Les traditionnelles, ce sont ces femmes, françaises, qui ont fait la réputation de la rue Saint-Denis. Une seule d'entre elles a accepté de nous parler. Sylvie, la cinquantaine, est propriétaire d'un petit studio au 4e étage de cet immeuble. Elle n'y habite pas, c'est son lieu de travail. La rue Saint-Denis, elle la fréquente depuis 12 ans. Et pour elle, ça a commencé comme ça. Je connais une fille qui faisait ça, j'ai voulu le faire, j'avais des problèmes, donc voilà, je m'y suis mise de moi-même. J'ai toujours travaillé pour moi et voilà, au moins je dépensais mon argent pour moi. Je viens juste quelques heures par jour, voilà, comme n'importe qui va travailler dans un bureau. Je fais mes horaires et une fois que je ferme ma porte, c'est fini, je rentre chez moi, je suis complètement différente. Mais depuis quelques années, Sylvie est témoin de l'apparition d'une nouvelle forme de prostitution. Il y a eu beaucoup de filles venues qui viennent des pays étrangers comme l'Afrique ou l'Asie et qui sont de plus en plus nombreuses et je ne comprends pas pourquoi on ne fait rien pour venir faire n'importe quoi dans la rue, là, monter à 15 euros, faire ça dans les escaliers d'immeubles et tout ça, je trouve ça triste et inadmissible pour les gens qui y habitent. Si la concurrence fait rage sur le trottoir, c'est aussi parce que du côté des tradis, il n'y a pas de renouvellement.
Les traditionnels, on a entre 45 et 70 ans. Et on ne voit plus du tout de filles françaises arriver sur le trottoir. Tout ce qui est, toutes les filles jeunes sont d'origine roumaine, africaine ou asiatique. Si longtemps cette prostitution a freiné les achats immobiliers, aujourd'hui, certains propriétaires en profitent et investissent la rue Saint-Denis. Ils misent sur une revalorisation du quartier. Bonjour, bienvenue. Guillaume et son colocataire Paul ont emménagé rue Saint-Denis il y a quelques mois. Un appartement spacieux qui correspond tout à fait aux deux jeunes coiffeurs. Voilà, et puis donc une belle vue sur la rue Saint-Denis. Donc brillant et calme à la fois. C'est un peu, des fois c'est l'orage et des fois c'est le calme plat. Vous voyez là, pour l'instant c'est relativement calme. Le vrai avantage de cette rue Saint-Denis, c'est le prix de l'immobilier. Très abordable. Comptez 7 700 € le mètre carré, contre 8 500 à quelques rues de là, et carrément plus de 10 000 € pour l'arrondissement voisin. Moi, ce que j'aime dans la rue Saint-Denis, c'est que j'ai juste quelques pas à faire et je peux me retrouver dans une rue piétonne, ou je peux me retrouver dans un quartier un peu plus populaire. Je peux trouver une bonne boîte de nuit. Je peux vraiment choisir l'endroit que j'ai envie de fréquenter, et c'est ça qu'on a la chance dans le cœur de Paris. C'est quand même un quartier qui se transforme au fur et à mesure, qui est réhabilité. Il y a vraiment une grande une sécurité en évolution. Et c'est un quartier, je pense que dans quelques années, voilà, comme beaucoup de quartiers à Paris, qui vont devenir plus sûrs aussi. Et c'est aussi le fait qu'il y ait des jeunes qui viennent habiter là, une diversité de population. Il faut continuer dans ce sens-là. Le quartier a beau séduire de plus en plus, il n'empêche que les nuisances persistent. J'étais à ma fenêtre, donc je regardais, je prenais le soleil et je vois quelqu'un qui passe. Et la petite porte là, la petite porte grise, juste ici là, qu'on voit dans le creux. J'ai vu une prostituée rentrer. Je me dis, au début, je savais pas si c'était elle. Et après, 15 minutes plus tard, j'entends la porte flanquer et il y a un monsieur qui sort. Et donc on a trouvé une porte. On a trouvé une porte à prostituée. Voilà, tout simplement. La porte à prostituée est en fait la porte des parties communes de l'immeuble. C'est le nouveau fléau du quartier. Des passes réalisées par les prostituées au sein même des cages d'escalier. Nous retrouvons la police de la BAC du 2e arrondissement. Et ils comptent bien mettre fin à ce nouveau phénomène. Je me suis planté. AB 5108. Ah, il est bon. AB 5108. On a répertorié énormément de codes d'immeubles. Élément qui est très important parce que ça nous permet de pénétrer dans les lieux qui sont verrouillés la nuit. Donc l'accès se fait uniquement avec ce code. Donc on peut vérifier s'il n'y a pas des prostituées qui viennent. Alors on vient voir si, on va aller voir tout de suite d'ailleurs, on va aller voir s'il n'y a pas de préservatif qui traîne, ce qui est un indice pour nous en se disant, bon bah tiens, là c'est un endroit où elles viennent faire leur passe, quoi. Non, là c'est très clean. À une époque elles venaient ici, mais nos multiples interventions les ont visiblement dissuadées. Une heure plus tard, Patrick et son collègue sont en position. Ils surveillent au loin les déplacements des prostituées, espérant en suivre une jusqu'à une cage d'escalier. La chinoise en face de nous, elle n'a même pas peur. Si ça prend à droite, ça peut aller sur Chénier. Bien vu, la jeune femme et son client remontent la rue. D'autres collègues de la BAC les ont vus pénétrer dans un immeuble, rue d'Aboukir. Quand Patrick et Reynald arrivent sur place, l'exhibition a déjà été constatée. Monsieur, boum, 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 voilà. Là, tu vois, c'est dégueulasse par terre. Mais le monsieur, il ne le savait pas. Eh ben, il va le savoir, c'est pas grave. Non, non, here. Fuck, here, no. You know? To make love, here, forbidden. Ok? Vous n'allez pas laisser la capote ici dans les parties communes, d'accord? 0-1, je vous écoute. On y va? Non, vos sous, vous n'allez pas les récupérer, hein? C'est la première fois que vous faites ça ici, dans les parties communes? Mais je ne savais pas que c'était une partie commune. Regardez, c'est un immeuble, là, monsieur. On ne peut pas se tromper, là. Hein. C'est pas une chambre, hein, c'est des escaliers, monsieur. Il y a des gens qui habitent ici. Regarde un peu les capotes par terre. Vous êtes venu faire un petit peu la fête jeudi soir? Non, mais je ne savais pas, honnêtement. Si au moins je savais où je tombais, moi
moi je croyais Vous savez, ici, là, le matin, moi j'ai vu, ici dans cet immeuble même, j'ai vu un jour une mère de famille, les larmes aux yeux, qui m'a dit « Ma petite fille, elle a ramassé un préservatif ». Et je vous assure que c'est vrai ce que je vous dis, et il n'y a pas si longtemps que ça. Alors vous savez, c'est pour ça maintenant... Non, mais je vous comprends pas, je vous comprends. Moi, ça m'est arrivé, je me dis, moi, je croyais que c'était pareil, c'était une maison. Là, regardez, je vous raconte pas de ça là, regardez, il y a tout par terre, il y a tout le bazar qui est par terre, là, vous voyez. Très agréable derrière les poubelles, là, encore il y a tout là-bas. Voilà. C'est formidable. Contrairement à un racolage où le client aurait été relâché, les policiers embarquent les 2 interpellés pour exhibition sexuelle dans un lieu public. Tu vas avec ? Ouais, vas-y, monte avec. Je vous rejoins, bah vas-y, je vous rejoins à pied. Là, par contre, c'est une présentation à un officier de police judiciaire. Et il y a de fortes chances pour que mon collègue OPJ les place tous les 2 en garde à vue et qu'ils soient déférés le lendemain matin au parquet. C'est un grand soir au Théâtre Antoine. C'est la première de la pièce Hollywood. Bon ben voilà, je vais y aller. Le costume. Pendant que les comédiens s'isolent en coulisses, les spectateurs investissent les lieux. D'accord. Oui, balcon, venez, nous allons monter à l'étage au-dessus. Et c'est Nelly, placeuse depuis 10 ans au Théâtre Antoine, qui est en charge d'asseoir les 780 spectateurs. Et pour ça, le temps lui est compté. La pièce commence dans moins de 20 minutes. 28, 30, 5 et 7. Eh bien, venez, vous allez être merveilleusement bien. Bonjour. Voilà. Est-ce qu'il y a des balcons, non, loge? Corbeil, alors je vais tout de suite vous passer. Premier, deuxième et troisième fauteuil au premier. Merci beaucoup. Voilà, merci. Et bonne soirée. La mission est sportive, mais le jeu en vaut la chandelle. 780 spectateurs placés et heureux, c'est autant de pourboires potentiels. Une bonne soirée pour Nelly, si le public est généreux. Voilà, vous êtes ici. Ça a une âme ici. Ça a une âme. Vraiment, c'est... Oui, c'est très bien et on le sent. Quand j'arrive ici, il y a une protection, il y a quelque chose. Enfin, c'est bien. 21h, tout le monde est installé. C'est parti pour 1h30 de théâtre. Le matin, le midi et le soir, la guerre. Pierre, Auschwitz. Je ne vous avais pas vu. Je suis votre héroïne. Elle était à bout. On l'a poussée à bout. Ah bon, alors ça ne veut pas de chiffrer une petite noire. Je sais tout est bien que je suis une sale petite chippie. Fin de la représentation, le décor est sans dessus dessous. Les comédiens visiblement eux aussi fatigués, mais satisfaits. L'ovation dure plus de 5 minutes. Et en coulisses, c'est le nouveau propriétaire des lieux, l'animateur Laurent Ruquier, qui vient les féliciter. Accueil formidable. C'est bien, hein. Le public. Très bel accueil. Le public, J'ai beaucoup aimé. Bonsoir. C'est un succès annoncé d'abord. Bon, bah alors tant mieux. Nos 3 comédiens ne cachent pas leur joie. On a une vraie récompense quoi, sur un travail. Quoi. Ah, voilà. Jean-Claude Houdinière. Ah ouais, vraiment. Ah ouais. Mais la comédie, on en avait un rapport direct avec le public. Puis on avait besoin du public, on en avait marre. De répéter devant la salle vide, j'en pouvais plus moi. Moi aussi. Hein besoin de savoir si ça réagissait ou pas, quoi, tu vois. Les comédiens auraient bien fêté ça, mais demain, ils remontent sur scène. Sur les grands boulevards, les passants sont loin d'imaginer qu'ils doivent se méfier. Un nouveau phénomène en plein essor sème le trouble dans le quartier, les agressions aux distributeurs automatiques. Franck, le policier de la BAC du 9e arrondissement, connaît bien ceux qui commettent ces vols très organisés. On les appelle les dabbeurs. Ça fait plusieurs années qu'il les traque. Il nous emmène sur le lieu où ces petits malfrats sans scrupules opèrent le plus. Voilà, c'est un endroit idéal, parce que vous n'êtes pas vu au niveau voie publique, même s'il y a une patrouille de police, et vous voyez juste le tout petit bout du distributeur.
Le mode opératoire, c'est une fois que la carte est introduite dans le distributeur, on va vous demander de taper le code, vous tapez le code, ensuite de choisir le montant et c'est là qu'ils vont intervenir. Ils interviennent en groupe, détournent l'attention du client avec de fausses pétitions et appuient sur le montant maximum. Vous ne pouvez même pas vous imaginer qu'en un quart de seconde, comme ça, on a pu être volé et délesté d'une telle somme. Le lendemain, nous retrouvons Franck au même endroit. Caché dans le hall d'un hôtel, il a repéré 3 jeunes voleuses qui rôdent autour d'un distributeur automatique. L'une à l'extérieur, 2 dans la bouche de métro. Le problème de ce type de vol, parfois, même nous, à l'endroit où on est posté, on ne voit pas si c'était consommé ou pas. Alors là, il y a une personne âgée qui va faire un retrait, un monsieur d'un certain âge habillé tout en noir, les cheveux gris. Alors ça sort, ça va certainement bosser. Bon, je me chargerai de la victime. Hein. Ça y est, c'est bon, ça se rapproche de la victime. Alors ça va être la fille en orange qui va travailler, la fille en orange. Je pense que la dame qui attend avec les cheveux gris, ça doit être son épouse et il me semble qu'elle est en train de le mettre en garde. Première tentative ratée et les jeunes filles n'auront pas le temps pour une deuxième car très vite, un pompier qui semble connaître leur technique se permet de les déloger. Ça va partir vers vous, vers l'usoir. Pas le temps d'aller jusqu'aux collègues, les jeunes femmes ont trouvé une nouvelle victime à un distributeur situé 2 rues plus loin. Les policiers décident de les interpeller alors qu'elles s'enfuient dans le métro. On y va, on fait la vérif. Chope celle-là, Céline. Ouais, c'est interpellé. C'est Céline, la seule femme de la brigade qui est en charge de la fouille qui aura lieu dans un endroit un peu plus discret. Bon bah voilà, les 300 € sont là. Dans le papier, dans le compteur. Ah voilà. Hein Perdu. T'es perdu pour aujourd'hui. Et voilà. Merci. Hein. Merci. C'est un fléau sur la capitale. Ces gens-là étaient vraiment spécialisés dans le vol-tir. Le vol-tir, pour elles, c'est arpenter les boulevards, les métros, ainsi de suite, avec l'inconnu, à savoir, elles ne savent pas combien elles vont voler dans un portefeuille, il peut y avoir 5 €. Mais souvent, ce type de vol, c'est un minimum 300, 400, 500 €, voire beaucoup plus. Si c'est une carte de certaines banques, certains clients privilégiés, ça peut monter à 3, 4, 5 000 €. Les 3 jeunes filles sont maintenant placées en garde à vue. À la sortie du métro, la victime, elle, attend son argent. Je voulais retirer de l'argent et puis elles m'ont entourée et puis elles m'ont harcelé pour me demander 1 €. Voilà. Vous n'avez même pas vu les billets sortis ou quoi que ce soit? Ah non. Mineures, elles seront relâchées dès le lendemain. Fin de journée pour les policiers du 9e. Aujourd'hui, malgré tout, ils ont réalisé une belle opération. Alors que les policiers terminent leur journée, plus haut sur les boulevards, d'autres travailleurs entrent en scène. Au printemps, après la fermeture, on s'active. Électriciens, peintres et même sculpteurs investissent les allées vides du magasin durant la nuit pour que chaque matin, à l'ouverture, tout soit parfait. Ça, j'ai bien envie de les laisser là et demain, je demanderai à Christian de GMS de les... Benoît et Jeanne sont les grands designers du magasin. Toute la décoration des 7000 m² passe par eux. Vitrines, musique d'ambiance, exposition, ils gèrent tout. Mais cette nuit, leur défi est de taille. Ils n'ont que 12 heures pour transformer cet espace vide en un restaurant branché. La mission est délicate, mais visiblement, ils maîtrisent l'exercice. Ça fait 2 ans qu'on l'exploite et c'est vrai qu'il est génial à exploiter mais en même temps il est très difficile. On doit être créatif évidemment et surtout travailler en un temps record. C'est-à-dire que le client, lui, il n'a pas à savoir qu'on s'est planté ou qu'on a réussi à faire quelque chose. Le client, lui, doit juste arriver et dire « waouh, c'est tout ». Il est déjà minuit quand Benoît et Jeanne s'attellent à la décoration du bar. Et là, il y a un hic.
112,5, donc 113 dans chaque couleur. Pour faire tout le bar. Je vais appeler Frédéric. Ouais. Et je vais lui demander de m'en livrer en urgence. Jeanne décide de se faire livrer des bouteilles en urgence, car il en manque une centaine pour habiller le comptoir. Avec ce nouveau problème, pas sûr que le restaurant puisse ouvrir dans les temps. Il est déjà 2 heures quand enfin les bouteilles sont livrées. Il faut maintenant se dépêcher d'aller les mettre en place. Oups. Bon, je crois que... voilà. Je crois que... Visiblement, ce soir, nos 2 designers n'ont pas beaucoup de chance. Malgré le contretemps, ils ne lâchent pas la pression. C'est toujours avec le même souci du détail que les bouteilles sont positionnées. Ouais, elle brille. Elle bouge vers l'avant. Mais en fait, j'ai un problème là sur les oranges. Il y en a 2 ou 3 qui disent vitamine. Il faut pas qu'elles disent. 4 heures du matin, Jeanne et Benoît peuvent rentrer chez eux. Les dernières finitions auront lieu dans quelques heures, juste avant l'ouverture. Au même moment, au commissariat du 2e arrondissement, on s'active. Ce soir, on ne lutte pas contre le racolage ou l'exhibition. Depuis quelques mois, le commissaire organise des contrôles d'identité de grande ampleur pour lutter contre la prostitution étrangère. Donc c'est une opération qu'on a l'habitude de faire, qui n'a pas de secret, qui n'est pas très compliqué, qui consiste à contrôler les prostituées qui sont la nuit sur le haut de la rue Saint-Denis. On met en place un petit dispositif, une petite nasse avec des positions d'attente où on se cale tous. Et une fois qu'on est tous sur nos positions d'attente, on fait une nasse, on intervient tous ensemble pour que on les prenne au piège et qu'elles ne puissent pas s'échapper. Chacun reçoit donc sa position indiquée sur les plans distribués par le capitaine. Bac 02N, Tracy Sébasto, passage Le Moine, vous êtes à Aboukir, Alexandrie. Reste plus qu'à passer à l'action. Bien, messieurs et dames, on y va? Allez. C'est le chef opérationnel. Moi, je... Ah, c'est suivi pour Théo. Au talkie-walkie, le capitaine vérifie que chaque équipe est positionnée au bon endroit. Objectif, encercler les prostituées. On y va, patron? Ouais. ATN 02 Théo, donc je vous donne le top opération des matins. Top opération, tous les policiers avancent dans la même direction. Les taux se resserrent autour des prostituées. Très vite, les jeunes femmes remarquent leur présence. Rapidement. Allez, rapidement, j'ai pas de temps à perdre. Dépêche-toi. Tu te mets là. Bah allez, c'est pas grave. Là. Allez, garde un peu. C'est bien ça. 13 interpellés, le contrôle d'identité peut commencer. Oh, on est papiers là. Hein? T'as pas de papier? Bon, elles ont toutes des papiers jusqu'à présent. Les policiers ont collecté tous les permis de séjour des jeunes femmes. C'est maintenant au personnel du service immigration de la police de passer à l'action. Leur mission, contrôler les papiers des prostituées pour repérer celles qui sont en situation irrégulière. Née le 23 février 1986 au Nigeria. Donc j'ai ni numéro de nation, ni numéro d'AGDREF, ni de nationalité. Le nom de ce soir, c'est 13 interpellés pour 4 placements en garde à vue. 4 placés en garde à vue, ce n'est pas ça qui mettra fin à la prostitution dans le quartier. Mais avec ce type d'action, le commissaire entend bien affirmer la présence de la police. Ça donne le sentiment d'une présence policière. De ce point de vue-là, c'est très important vis-à-vis des riverains, mais aussi vis-à-vis de ces filles qui savent qu'à tout moment, elles peuvent être contrôlées et embarquées. Donc ça, c'est très important. Alors, Béliane. Placée en garde à vue ou relâchée, chacune des prostituées attend d'être appelée par la police. Ok. Face au stress de l'attente, l'une d'entre elles est prise de panique. La jeune femme est même incapable de donner sa date de naissance. 19. Non. 20.
January, February, March, April. March. Very good. 20? In 1990? What's... How old are you? 25, 26? 20 mars. Je sais pas la date de naissance. Non, pas de cinéma. Non. It's okay. You go away. Okay, go away. Finalement, elle est relâchée. It's okay. Fin heureuse pour la jeune Michaela, mais pas pour 4 de ses amis. Elles sont en situation irrégulière et passeront donc la nuit en garde à vue. Dans quelques jours, un juge décidera de leur placement ou non en centre de détention. Ce soir, les policiers du 2e arrondissement n'ont pas mis fin à la prostitution dans le quartier, mais avec ce type d'action, ils espèrent stopper sa progression. C'est déjà le matin, et dans seulement 3 heures, c'est l'ouverture des grands magasins. Et le restaurant est loin d'être Je crois prêt. que c'est pour mettre de toute façon qu'on va ouvrir qu'à 11h. Pas avant. Monte un tout petit peu, Patrick. Le menu n'est pas encore installé que Jeanne découvre avec stupeur l'énormité des toasters. Benoît, excuse-moi. C'est les toasters. Ils vont là, c'est énorme. Il en faut qu'un sur 2, non? Parce que sinon, on a calé justement le texte, on ne le verra plus. Je ne voyais pas si grand. Moi non plus, moi je pensais que c'était un toaster. Et Jeanne n'est pas au bout de ses peines, car elle doit aussi gérer les remarques désagréables des sponsors du restaurant. Et le temps lui est compté. Il est bientôt 9h. Bonjour. C'est un petit peu fade, Ouais. avec soit des couleurs ou une couleur, faire ressortir ou là, mais À peine le temps de souffler, Jeanne doit résoudre un autre souci. Et pas des moindres. Les travaux sont loin d'être finis. Parce que le problème, c'est que dans 5 minutes, on ouvre le magasin et on n'a plus le droit de faire du bruit. C'est parti pour l'ouverture du magasin, mesdames et messieurs. C'est parti pour l'ouverture du magasin. 9h30, le magasin est ouvert, mais pas le restaurant. Un peu plus tard, à 11h, mais c'est pas dramatique. Les gens, ils vont pas manger un sandwich Cogent à 9h30, tu vois. Bon, c'est la fin du monde, visiblement. Donc voilà. Mais Jeanne ne baisse pas les bras. Ce midi, les clients déjeuneront dans son restaurant. Les poubelles, elles sont en place? 2 heures plus tard, elle a accompli sa mission. Dernier coup de chiffon et de balai pour effacer les traces du chantier. Il est 11h15, on ouvre dans 5 minutes, 5-10 minutes, donc c'est bien. Voilà, là, les premiers clients vont arriver et on est content, voilà. Paris tenu donc pour nos 2 designers. Le restaurant ouvre, le personnel est en place, les clients qui arrivent n'ont sûrement pas idée que cette salle dans laquelle ils déjeunent vient à peine d'être achevée. Nouveau projet insolite, nouveau spectacle, mais aussi un envers du décor plus sulfureux avec sa prostitution et ses vols. Les grands boulevards empreints de tous ces paradoxes ne cesseront jamais de susciter la curiosité.